Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci de nous rejoindre encore, de se connecter en ce moment sur notre chaîne YouTube pour partager l'actualité du Congo. Aujourd'hui, comme vous le savez, le président de la République, après son séjour, en Tanzanie, il était revenu. Il était parti dans les Bas-Congo. Là-bas, il y avait un forum sur l'énergie. Il fallait parler de l'énergie dans son ensemble, plus particulièrement sur le sujet Inga. Parce que Inga, on doit achever Inga 3 pour augmenter la capacité de cette grande ressource de la République qui peut faire beaucoup de rentrées en termes de devises. Parce que Inga est exportable. Inga ne peut pas être comprimé au Congo. La capacité de Inga, c'est pour toute l'Afrique et une partie de l'Europe méridionale. Nous ne pouvons pas utiliser Inga seul. C'est l'unique structure hydroélectrique au monde qui a une capacité très élevée par rapport à toutes les autres chutes ou tous les autres barrages qui existent dans le monde. Vous avez le barrage de Trois-Gorges. Le barrage de Trois-Gorges est en Chine. C'est le plus puissant actuellement parce qu'Inga n'a pas encore été, on n'a pas encore exploité toutes ces phases. Donc, avec les études très avancées aujourd'hui, on nous parle même jusqu'à 12 Inga. Inga 1, Inga 2, Inga 3, jusqu'à 12. Donc ça, c'est une extension de la puissance de la RDC pour vous montrer ce que Dieu a fait de la RDC. C'est un miracle. La capacité maximale de cette chute-là peut alimenter toute l'Afrique avec une partie de l'Europe. La partie méditerranéenne, là, donc vers le sud de l'Europe. Mais nous n'avons pas toujours une bonne politique énergétique dans les pays, ce qui fait que ce potentiel, cette ressource ne profite ni aux Congolais, ni au monde. C'est un don de Dieu qui a été déposé au Congo. Alors le président Félix était là-bas, justement à Matadi, pour prendre place dans cette grande manifestation. Parce que l'Afrique du Sud attend Inga 3. L'Afrique du Sud a un déficit terrible de l'énergie. Beaucoup de quartiers en Afrique du Sud vivent maintenant au rythme du délestage. Tantôt, on vous coupe le courant. Tantôt, j'ai des amis là-bas qui me disent « Ah, mon cher, maintenant là, on n'a pas le courant. » Par conséquent, l'Internet, on ne sait pas utiliser. Donc, vous comprenez, l'Afrique du Sud, dans ces projets de Inga 3, l'Angola attend aussi augmenter sa capacité de production parce que ce sont des entreprises et les industries qui ont besoin d'utiliser Inga, compte tenu suivant les domaines dans lesquels ils sont.
c'est le domaine de la transformation des produits. Il y a certains produits qui nécessitent que vous puissiez avoir vraiment un courant stable. Et Inga est prêt à pouvoir répondre. Vous avez vu dernièrement le président de la BAD, l'ami du président Félix Tshisekedi, était jusqu'à Inga. Donc la BAD est déjà prêt à financer les travaux de Inga 3. Le président en a profité aussi pour faire mention, parler de la construction du pont, du port en eau profonde au Bas-Congo. Ce port qui pourra ramener beaucoup à la RDC. Vous savez, le Congo peut être grand, mais s'il n'a pas accès à la mer, s'il ne peut pas utiliser ces 40 quelques kilomètres de façades au niveau de la mer, au niveau de l'océan, c'est vraiment triste. Nous allons toujours continuer à passer par la Tanzanie pour toute la partie du Katanga et une partie de l'Est du Congo. Et les autres vont continuer à passer par l'Ouganda pour aller au Kenya, pendant que nous-mêmes, nous avons accès à l'océan. Donc, c'est un problème d'avoir seulement une bonne stratégie, une bonne politique. Le pays va décoller de l'intérieur. Tout ce qu'on est en train de donner comme conseil tous les jours ici, et que les choses puissent bien se passer pour nous. Alors, nous avons parlé, c'était hier, de l'enseignement. Nous avons dit que nous attendons la réponse du président de la République qui a promis à la population congolaise qu'il va faire appliquer la Constitution. Parce que dans la Constitution, il y a la gratuité de l'enseignement primaire. Ici aux États-Unis, la rentrée scolaire, c'était hier. Voilà pourquoi j'avais évoqué ces cas-là. J'en ai parlé, je dis, bon, voilà. Ici, les enfants vont à l'école gratuitement, ils ne payent pas, ils mangent à l'école. Les transports, aller comme retour de l'école, c'est aux frais de l'État. Et tout ça, c'est dans la politique de chaque État de pouvoir tout programmer, voter des budgets en tenant compte de tous ces paramètres. Il y a une part fédérale, il y a une part de l'État ou de la cité dans laquelle vous êtes. Et ça fonctionne normalement. Chez nous, c'est un petit problème, étant donné que nous avons des ressources nécessaires qui peuvent permettre à l'État congolais de s'occuper de l'éducation de nos enfants. Parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Une jeunesse qui n'est pas éduquée, c'est une bombe à retardement pour la société de demain. Les conséquences de manque d'éducation aujourd'hui à Kinshasa, vous avez beaucoup de familles déséquilibrées. Les parents n'étaient pas en mesure de pouvoir payer les minervales de leurs enfants. Ils ont abandonné les enfants. Il y en a qui ont commencé la prostitution trop jeune. Déjà à 12 ans, une fille est dans le coin des rues en train d'attendre les clients. Vous lui demandez quel client. La fille vous dit non, Bamibalit. Les hommes qui viendront
nous donner l'argent pour aller coucher avec nous. Ça, c'est vraiment dans notre société. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait du mal à la société congolaise. Les responsables politiques, quand je dis nous, ce n'est pas moi, les responsables politiques, ceux qui ont la charge de la nation. Pendant les 20 dernières années ici, le régime passé avait tout mis en place pour que l'éducation du Congo puisse disparaître complètement. Comme ça, quand tout le monde devient abruti, on peut manipuler ces gens. Hein? Les Chinois disent, si vous voulez, c'est qui? C'était Mao qui avait dit que si vous voulez vraiment détruire un peuple, commencez par détruire l'éducation et installer la corruption dans tous les domaines de la vie nationale. Ce peuple-là est voué à l'échec. Ce peuple-là va disparaître. Je vous salue, vous tous qui se connectez. On est ensemble. Donc, je viens de terminer le boulot et là, on rentre pour s'occuper de la famille, mais je dois aussi m'occuper de cette grande famille pendant quelques instants. Alors là, aujourd'hui, par la bouche de Tina Salama, qui est l'assistante, hein, elle est porte-parole du président de la République, de la présidence. Tina Salama a dit qu'elle est heureuse d'annoncer que la rentrée scolaire prochaine tous les enfants du primaire ne payeront pas les minervales, donc la gratuité de l'enseignement. Ça commence dès le mois prochain, d'ici 10 jours. Aujourd'hui c'est le 20. Dans 10 jours, la rentrée c'est le 4, hein? Oui. Donc dans 2 semaines, tous les enfants du primaire, à peu près 2 millions d'enfants dans le Congo, vont aller à l'école sans payer. Depuis la première année primaire jusqu'en 6e, pas la maternelle, pas les écoles privées, pas les secondaires, que ce soit clair. Les privés, c'est privé. Si vous voulez envoyer votre enfant chez les privés, préparez du fouet. Hein? Votre poche doit être gonflée comme ça, avec les billets dedans. Mais ce que nous disons ici, il s'agit des écoles publiques. Ici aux États-Unis, mes enfants étudient dans les écoles publiques. C'est gratuit. Vous voulez aller chez les privés, allez-y. Mais là-bas, vous allez faire une application. Parce que même là-bas, l'État donne quelques subventions, quelques subsides, voilà. Il subventionne certaines familles qui ne sont pas qualifiées, qui n'ont pas les moyens de payer dans les écoles privées. Vous devez faire une application, c'est-à-dire vous devez remplir un formulaire, soumettre ça à la structure qui s'occupe de ça. On va regarder vos revenus, hein, au niveau familial. On regarde les sizes, donc les nombres de membres de famille, papa, maman, combien d'enfants. Si vous êtes nombreux et que vous faites moins d'argent, donc il y a toujours possibilité que vous soyez qualifié à certains frais chez les privés ici. Vous payez seulement un peu d'argent. Admettons que par mois, c'est $200. Et que votre enfant sera à l'école pendant 9 mois. Vous prenez seulement 200 fois 9, ça fait $1 800. Les $1 800, quand vous appliquez l'État américain à travers ses services sociaux et tout ça qui sont dans ce domaine-là, il peut vous qualifier
pour 1200 $. Vous ne payez pas. Vous payez seulement 600 $ toute l'année. Votre fils ou votre fille va l'étudier chez les privés. C'est pourquoi les gens disent, ah mais comment? Après tout, c'est toujours le même enseignement. C'est le même enseignement. Si l'enfant est intelligent, il est intelligent. Ça ne dépend pas qu'il soit seulement chez les privés. C'est vrai que chez les privés, il y a un peu plus de discipline. Dans les écoles publiques, il y a beaucoup de laisser-aller. Il y a un peu une sorte de liberté, voilà. Là-bas, c'est trop de liberté. Les enfants font ce qu'ils veulent. Tout ça. Si vous avez votre fils, vous lui prodiguez des conseils, vous lui parlez, il va travailler correctement. Il y a seulement des brebis galeuses partout. Même chez les privés là-bas, vous pouvez toujours trouver des enfants qui ne sont pas de bonne éducation. Donc là, le président Félix Tshisekedi vient de marquer encore un point en concrétisant une promesse que beaucoup croyaient illusoire. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Est-ce qu'il est suffisamment conscient de ce qu'il veut faire? Il avait parlé ça, je crois, au mois d'avril. Donc 5 mois jusqu'à la rentrée. Alors il fallait déjà mettre une stratégie pour que toutes ces écoles, quand on dit toutes les écoles seront, les enfants vont étudier gratuitement, c'est-à-dire que l'État va s'occuper du fonctionnement de toutes ces écoles-là. C'est le paiement des salaires des enseignants, pas des salaires modiques là qui faisaient que l'école demande encore l'argent. Parce qu'on payait les écoles publiques là. Les enseignants étaient payés par l'État, mais l'argent n'était pas suffisant. Oui, c'est vrai. L'argent n'était pas suffisant. C'est pourquoi les parents payaient les Minerval pour supplier. L'État donnait quelque chose de 50 $, quelque chose comme ça. Maintenant, vous savez, un enseignant, 50 $, il va vivre comment? Alors, on faisait en sorte que l'école, à travers les Minerval, on puisse ajouter encore même 100 $ à l'enseignant. Il a à peu près 150. Dans d'autres écoles, c'était 200. Hein, ça dépendait. Chez les privés, là-bas, c'était jusqu'à 300, des choses comme ça. Maintenant que les parents ne vont plus payer l'argent à l'école, donc l'État, automatiquement, doit augmenter les salaires des enseignants. L'État doit fournir les livres pour l'enseignement, tout le matériel didactique, les craies, les stylos, les crayons, tout ce qu'il faut dans des écoles scientifiques, fournir les microscopes, toutes ces histoires-là, pour que l'enseignement puisse être effectivement gratuit. Et ce n'est pas gratuit pour Kinshasa, c'est pour toute la République. Il y a plus de 200 000 écoles primaires. C'est pas facile, hein? Plus de 2 millions. Au primaire seulement. C'est vraiment le ministère de l'enseignement primaire. En ce moment, ils sont en train de mettre tout au point, toutes les listes des enseignants actualisées. Mais apparemment, l'Église catholique
dans leur mafia, ne vont pas accepter. Ils sont déjà opposés. Ils sont opposés à la gratuité de l'enseignement. Pourquoi? Pourquoi ils refusent? Qu'est-ce qu'ils cachent? Oh non, ce n'est pas encore bien préparé. On doit tout, on doit faire des états généraux, on doit parler, on doit voir quel est l'essai, qu'est-ce que l'État met comme enveloppe pour... Oh, quoi? Laisser l'école, c'est déjà gratuit, c'est gratuit. La faisabilité, il y a un ministère qui va s'occuper de... Je crois qu'en ce moment, ils sont en train de travailler sur ça. Je ne sais pas, Félix, ce qu'il dit, s'il a trouvé un financement dans les partenaires de la RDC. On dit, bon, voilà, vous avez 30 ou 50 millions de dollars pour cette première expérience. En contrepartie, nous allons exploiter ceci. C'est possible parce que nous avons tout pour que nos enfants étudient gratuitement. Il suffit seulement que les conditions données soient favorables et à la RDC et même aux partenaires. C'est un petit problème. Nos frères de l'Église catholique, nous savons que vous avez beaucoup d'écoles à travers le Congo. Ce sont des écoles conventionnées catholiques. C'est-à-dire l'État intervenait. L'État payait les salaires des enseignants. Il y a les écoles kimbanguistes, les écoles protestantes et les écoles catholiques. Ce sont des écoles qui sont subventionnées, qui sont sous la charge. Une partie des charges de ces écoles, c'est l'État congolais qui les fait. Donc voilà. Alors nous croyons que ça c'est une très bonne nouvelle pour une génération de tous les enfants qui sont aujourd'hui à l'âge d'aller à l'école. Nous n'avons pas eu cette occasion-là. Donc, nous n'avons pas eu cette occasion. Le président Félix offre son quinquennat aux petits-enfants de 6 ans jusqu'à 12 ans. Il leur dit, voilà les cadeaux que je vous donne. Si vos parents n'ont pas eu l'occasion de vous donner, moi en tant que président, parce que tout ça, ce n'est pas que c'est son... Parce que les gens vont dire, ah toi si tu exagères, ce n'est pas son argent, c'est l'argent du pays, oui. Mais depuis 59 ans, c'est toujours l'argent du pays, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'argent de Mobutu, ou de Musée Laurent Désiré Kabila, ou de Kasavubu, n'est-ce pas? C'était toujours l'argent du Congo. Mais pourquoi ils n'ont jamais fait ça? Pourquoi ils n'ont jamais donné la gratuité là aux Congolais? Il faut, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut... Parce qu'il peut aussi refuser. Cet argent-là, il met aussi dans un compte quelque part. Oui. Comment? C'est la volonté politique. Ça dépend du président. C'est lui. Même si vous avez un ministre de l'enseignement qui a un bon cœur, comment si le président dit non, c'est non. Les gens vont continuer à payer. Mais si l'impulsion vient du chef, il dit, je vous instruis. Cette année, le budget qui était destiné à faire tel projet, ce budget est affecté à la gratuité de l'enseignement. Dans le budget là, ils savent comment ils peuvent couper un peu ici, couper là-bas et puis prendre ce qui est là, alloué à une activité qui est prioritaire dans le pays. Ça, c'est Chilombo. Ça, c'est lui. Il a dit, il l'a fait. Ma papa et ma maman priaient pour lui. Le combat est encore rude avec les FCC. Priez pour lui. Que ce genre d'idées ne puisse pas tarir. Que ce qu'il a dit, qu'il puisse le faire.
Parce que j'ai vu tous nos frères de l'Est, ils étaient devant son palais à la cité de l'Union africaine, à l'OIA là-bas. Ils sont allés protester pour dire, Monsieur le Président, intervenez dans les dossiers de l'Est du Congo. Ce n'est pas normal que vous ayez promis pendant la campagne que vous allez, si vous gagnez, si vous êtes élu, vous allez déplacer l'état-major à l'Est du Congo pour terminer les problèmes de l'insécurité. Ça, nous allons continuer à demander au président de ne pas laisser cette situation perdurer. Vous avez demandé la brigade, la formation ou comment dirais-je, la création d'une brigade, d'une force sous-régionale pour éradiquer l'insécurité au Congo. C'est bien, mais moi je vous ai demandé que vous puissiez faire impliquer les autochtones, que les autochtones se parlent. Parce que si ces militaires-là, de l'Angola, de la Namibie, du Botswana, de l'Afrique du Sud, de la Zambie, tout ça, de l'Angola, venaient, et que nos frères de l'Est du Congo ne nous disent pas la vérité sur ce qui se passe là-bas, ça sera encore un grand échec. Monsieur le Président, je crois que mon conseil, vous l'avez suivi. Je parlais de la gratuité de l'enseignement. C'était hier. Aujourd'hui, la réponse est venue. Merci. Parce que il ne faut pas que les gens puissent rester en l'air en train de se poser la question. Est-ce que ça les maïs, est-ce que ça les matés? Déjà, on a posé la question, Monsieur le Président. Il y a un journaliste aux États-Unis qui a soulevé ce dossier-là. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée. Qu'en dites-vous? Le président a dit oui, évidemment. Le ministre a été déjà instruit et tout est déjà prévu. Les enseignants de la RDC, soyez calmes. Vous êtes enseignants à l'école primaire, restez là, ne fouillez pas l'école. Même les écoles qui étaient déjà mortes, c'est l'occasion maintenant que tous les gouverneurs, avec leurs administrateurs de territoire, puissent regarder partout au Congo. Il faut que tous nos enfants rentrent à l'école. Il y a des coins où il s'est passé déjà 3 ans, les enfants n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école. Quand on a parlé de la gratuité, là j'insiste, ce n'est pas pour la vie de Kinshasa, c'est pour toute la République. Tous les enseignants qui sont mécanisés, qui sont reconnus par l'État congolais, toutes ces personnes-là ont droit à un salaire. Mais pour qu'on paye tous ces gens-là, il faut que ces écoles-là redeviennent viables, c'est-à-dire au niveau national. Le ministre de l'Enseignement doit instruire tous les chefs de division au niveau provincial, au niveau de chaque province. Il y a un ministre qui a la charge de l'enseignement. Et ça, c'est pour la province. Mais il y a aussi un chef de division. Ça, il faut bien comprendre. Il y a un chef de division au niveau provincial qui représente le ministre national. Le ministre provincial, là, lui, il est directement attaché au gouverneur de la province. Il travaille dans la politique de l'éducation au niveau provincial avec le gouverneur. Mais il y a un chef de division provincial de l'enseignement primaire qui, lui, dépend du ministre de l'enseignement. Donc, les deux là doivent travailler pour inventorier toutes les écoles qui sont viables et ceux qui ne sont plus viables. Je crois que ce travail a été déjà fait en amont. Si ça n'a pas été fait, c'est l'occasion de pouvoir faire des visites d'itinérance à travers l'intérieur de vos provinces pour aller voir la faisabilité de réactiver tous les endroits où il y avait des écoles, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'écoles. Vous avez 10 villages. Vous avez 10, 15 enfants par village.
qui ne peuvent pas aller à l'école. On rassemble tous ces enfants dans un rayon de 5 km. On place une école là-bas. Les enseignants qui ne voulaient plus enseigner là-bas, qui aient quelques, donc, un peu de motivation, de bonus, tout ça, pour les permettre à ce qu'ils puissent aller assurer l'enseignement. C'est maintenant l'occasion de pouvoir aussi recruter, recruter aussi avec la qualité de l'enseignement que nous avons. Donc, vous comprenez que tout ce que nous voulons, c'est que les enfants aujourd'hui à l'âge de scolarité ne puissent plus rester à la maison. Et que ceci soit un droit pour tous ces enfants de la RDC. Les taxes, tous ces impôts qu'on est en train de prendre à travers tout ce que le Congo produit, c'est ça qui s'occupe de tout ça. C'est ça, quand vous envoyez votre enfant à l'école, vous vous dites, je suis Congolais. Parce qu'il ne va pas payer. C'est votre droit. La terre du Congo est en train de produire. Et vous devez bénéficier. Donc, ce sont les enfants des voisins qui sont en train de distraire avec leurs petits chiens là. Ils ont des chiens qui... Alors, c'est vraiment quelque chose à encourager. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup. No, you can go over there. I'm busy right now. Alors, continuez à aider toutes ces familles de personnes qui sont aujourd'hui sans ressources, que ce soit pas seulement l'enseignement, mais que les fonctionnaires puissent aussi avoir la possibilité de s'occuper de leur famille. Les enseignants vont avoir leur salaire et la qualité de l'enseignement va aussi suivre. Parce que les enseignants se disaient, bon, je vais me poumonner pourquoi? Dans un pays où on s'en fout de nous. Un député que moi j'ai enseigné, il a 200 fois mon salaire. En Allemagne, il semble-t-il que les enseignants sont mieux payés que tout le monde. Je n'ai pas de confirmation, mais les gens qui vivent en Allemagne peuvent peut-être nous confirmer ça. Hein, en Allemagne, je ne confirme rien. Mais quelqu'un a dit que en Allemagne, les enseignants sont mieux payés que tout le monde. Parce que, semble-t-il, que tout le monde passe par un enseignant un jour pour devenir médecin, avocat, ingénieur, tout ça, pilote. Et les enseignants devraient être traités comme ça partout dans le monde. Malheureusement, même ici aux États-Unis, on traite très mal les enseignants. J'ai été enseignant ici pendant 3 ans. Mon salaire n'était pas... C'était pas bon. J'étais obligé de pouvoir aller poursuivre mes études, terminer ma maîtrise et trouver un emploi qui pouvait me donner un peu plus que ce que j'ai gagné quand j'étais à l'école. Est-ce que vous comprenez? Donc ici on me dit qu'en France, un enseignant touche 1700 € par mois. 1700 €. Ici aux États-Unis, un enseignant commence à 4000 $.
Hein, ça dépend des cités. Hein. Si vous êtes dans des villes qui sont plus riches, plus chères, comme Los Angeles, comme Chicago, comme Washington ou bien New York, comme San Francisco, c'est un peu plus. Hein, vous pouvez avoir dans les 5 000. Mais ici, chez nous, au Texas, vous commencez dans les 4 000, 4 200. Avec l'ancienneté, l'argent là augmente par mois. Donc, toute l'année, vous êtes dans les 55 60 000. Donc, pendant qu'un avocat vous fait 150 000, un médecin vous fait 200 000 ici aux États-Unis. Il y a des médecins qui font 1 million. Ceux qui sont déjà seniors, donc ceux qui sont déjà dans les, je sais pas, 20 ans d'expérience. Il vous fait comme ça, il a sa polyclinique, il fait $1 million. Mais les médecins là qui ont peut-être encore 5, 10 ans, sont dans les 200, 250, 300 000. Ça dépend hein, des spécialités aussi. Il semble que ceux qui sont spécialistes des nerfs et tout ça, on les paye un peu plus encore. Vous voyez, un enseignant, il est dans 50, 53 000. Mais un ingénieur informaticien qui est dans la technologie et tout ça, il est dans les 90 000. La plupart sont les Indiens, tout ça, les Chinois. Donc, la qualité de l'enseignement, ça dépend aussi du sérieux que l'État met pour que cet enseignement-là soit vraiment un enseignement de qualité. Un professeur médecin gagne 7 000 €. Vous voyez, un enseignant 1 700 €, médecin 7 000 €. Ça, c'est en Europe, c'est ce qu'on est en train d'écrire ici. Donc, vous comprenez que chez nous, les enseignants, si ce n'est pas trop, les minimums pour des grandes villes, ça sera la même chose. Les salaires ne seront pas les mêmes partout. Quelqu'un en Mbuji-Mayi ne va pas recevoir comme quelqu'un qui est à Kinshasa. À Kin, la vie coûte cher, les maisons coûtent cher, mais en Mbuji-Mayi ou à Kananga, à Matadi, la vie coûte moins cher. Et ceux qui sont encore dans des villages, quelqu'un qui est à Mwenedit ou à Mweka, quelqu'un qui est, je ne sais pas, à Walikale, son salaire, hein, il y a toujours, comment on appelle encore? Il y a toujours certains montants qu'on ajoute hein, sur les salaires, juste pour vous permettre de faire face à la vie. Je ne sais pas comment on appelle ça. Quoi, un indice de vie chère ou quoi? Hein, vous qui connaissez le français, dites-nous un peu. Moi, j'ai oublié. J'ai une idée de ce que je veux là. Est-ce que c'est indice de vie chère? Non, pas indice. Pas bonus de vie chère. Non. Il y a un terme approprié qu'on utilise pour justifier la différence des salaires compte tenu de l'emplacement, compte tenu de la localisation. Vous êtes en ville, dans une grande ville où les maisons sont trop chères, ou bien vous êtes dans une agglomération reculée, ou vous êtes dans un village, dans un secteur. Hein, donc, on regarde à ça et on définit. Il y aura des gens, des inspecteurs qui viendront, qui vont aller partout, qui peuvent prélever les prix des denrées alimentaires, les prix des loyers. Yes, but I don't know how to say it in French. Le shift allowance là, c'est... Je ne sais pas comment dire ça en français.
Mais c'est ça, hein, il y a des gens qui savent, ils ont, au niveau du ministère de l'économie, ils ont des indicateurs. Ils ont les indices de prix, le coût de vie à travers la République. Ils savent qu'à Lubumbashi, le coût de vie moyen est de 300 $. À Kananga, le coût de vie moyen est à 150 $. Je ne sais pas, il est beau, c'est autant, ainsi de suite. Mais qui viennent écrire des histoires comme ça ici? Soyez quand même polis. Félix Tshisekedi est président de la République. Ne venez pas écrire des histoires comme ça sur ma chaîne. Je suis désolé parce que je n'aime pas des histoires comme ça. Donc si vous êtes mal éduqué et vous manquez à faire en ce moment, je vous conseille vraiment de vous retirer. Parce que vous venez distraire les gens avec des histoires comme ça. Je ne suis pas content. Donc, l'enseignement dépendra, et donc la qualité de l'enseignement dépendra de la manière dont le sérieux sera du côté du président de la République et de son gouvernement. Donc, on a parlé longuement de ça. Nous voulons vraiment que le niveau de la RDC puisse aussi devenir compétitif. Hein? Non, pouvoir d'achat, non, pas pouvoir d'achat. L'indice de vie cher, ça peut être ça. Je crois que c'est un indice de vie cher ou quelque chose. Il y a first year teacher, where? You're saying about $65,000. Where? Not in a year. Maybe. Yeah. Laissez ces histoires de s'insulter. Hein? Vraiment, je ne sais pas comment je peux faire pour bloquer ces inciviques ici. J'essaie un peu de les bloquer. Je ne sais pas s'il va utiliser un autre compte parce qu'ils sont toujours comme ça. Tu bloques ici, il a un autre compte, tu bloques là-bas. Et ce qu'il fait ici, comme il insulte Félix ici, s'il y a une autre émission qui passe en ce moment, il est encore sur l'autre émission en train d'insulter aussi là-bas. C'est triste. Vous pouvez ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais ne l'insultez pas. Vous pouvez le critiquer. Il est président, oui. C'est un homme public. On peut dire, ah, il n'a pas pu faire ça, il a menti à la population qui va faire ça, il n'a jamais fait ça. C'est normal. On le fait à tous les présidents. Mais vous ne pouvez pas insulter quelqu'un. Il a une famille, il a des enfants, il a une femme. Donc ce n'est pas catholique. Hein, donc voilà. Nous souhaitons que beaucoup de choses s'améliorent, surtout l'enseignement. Quand vous investissez dans l'enseignement, vous avez investi pour réussir. Vous avez préparé votre société à être des hommes qui vont perpétrer l'existence de votre pays. Ils vont travailler, ils vont avoir beaucoup d'intelligence, ils vont transformer. Regardez la Chine aujourd'hui. C'est grâce à l'éducation. Ils ont investi dans l'éducation. Ils ont envoyé leurs gens partout dans le monde apprendre. Et aujourd'hui, la Chine est devenue une force. Aux États-Unis, l'enfant ne peut pas faire 3 jours à la maison s'il n'y a pas une raison valable. 3 jours. On va vous convoquer au tribunal. Comme j'ai mes enfants là, un enfant refuse d'aller à l'école. 3 jours après, j'aurai une convocation. La police sera la police.
sera devant ma porte et dépose la convocation pour aller au tribunal. Je dois aller comparaître avec l'État américain. Pourquoi l'enfant n'est pas à l'école? Pourquoi? Tout est gratuit. Les enseignants sont payés pour que cet enfant-là étudie. Toi, tu gardes ton enfant à la maison. Tu dois, si tu ne donnes pas une raison valable, l'État américain te condamne. Tu dois payer des amendes. Tu dois payer. C'est ce qui se passe ici. Ceux qui vivent aux États-Unis savent ce que je dis. Donc ça sera la même chose. Tous les enfants du primaire, parce que ce que le président a fait, c'est juste une partie. Il faut que l'enseignement secondaire aussi soit gratuit. À l'université, ça ne sera pas gratuit, mais il y aura la possibilité d'étudier gratuitement. C'est-à-dire là, si on a fini la première phase du primaire, nous avons la possibilité, notre budget est déjà à 20 milliards, 30 milliards de dollars. L'enseignement secondaire aussi devient gratuit. Maintenant, quand l'enfant termine, il a 18 ans, il va à l'université, il peut appliquer, il peut remplir un formulaire pour dire non, je sors d'une famille pauvre, ma famille, regardez, c'est un planton, il travaille, c'est un huissier, il n'a pas beaucoup de moyens de payer, par exemple, 2000 dollars pour toute l'année, il ne saura pas. Je demande l'assistance financière de l'État congolais. Ceux qui seront dans les départements de l'éducation, qu'est-ce que je dis? Dans le ministère de l'éducation, là-bas, il y aura un département des finances, de l'assistance financière. Ils vont regarder, ils vont s'occuper, ils vont voir, parce qu'il faut qu'on arrive à avoir un numéro d'identification nationale. Chaque Congolais doit être identifié, pas par la carte seulement, carte d'identité, mais chaque identité congolaise doit avoir un numéro. Et ce numéro-là, ici on appelle ça le numéro de la sécurité sociale. C'est au travers de ce numéro qu'on sait connaître toutes les fluctuations de la vie de quelqu'un. Ah, il a terminé les études, il a commencé à travailler, il gagne autant. Donc tout est interconnecté. Voilà pourquoi nous étions contents de la numérisation de la RDC. Hein, ce forum qui était à la présidence avec une vingtaine d'experts en informatique. J'espère que ça aboutit. Ils ont peut-être déjà commencé les projets là hein, qui visent à connecter la gestion de la RDC de manière à contrôler tout électroniquement. Et si cela se fait, on peut contrôler aussi toutes les familles, tous les foyers. Savoir que non, cette famille-là, ce sont des familles modestes, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Sur les 2000 dollars, l'État dit, bon, moi je paye la moitié, et l'autre moitié, c'est la famille qui doit payer. Nous devons arriver à ça. Mais déjà, ce premier pas est à encourager, à soutenir, et soutenons tous l'action du chef de l'État pour que cette histoire ne soit pas la dernière, mais que d'autres choses puissent arriver. Voilà pourquoi nous plaidons aussi pour l'augmentation des salaires hein, des fonctionnaires, des policiers, des militaires, dans tous les domaines, et même ceux qui sont chez les privés, qu'il y ait une, comment on dit, une réglementation, que tous les ministères puissent travailler normalement et que dans le secteur privé, que tous ces étrangers ne puissent pas continuer à manipuler nos autorités. Ils payent mal, mais ils donnent l'argent aux autorités pour qu'ils ne puissent pas s'occuper de salaires. Comment on pouvait être dans une même entreprise, au Katanga, dans le mining, c'est un exemple.
un expatrié a 12 000 $ les mois. Vous avez les mêmes fonctions. On vous dit non, lui vient de la Suisse, je ne sais pas, il est italien ou français. C'est pourquoi on le paye comme ça. Ce sont parce qu'il est expatrié, il est étranger. Pour ce même poste, vous aussi, vous êtes ingénieur, on vous paye 2 500 $. Même pas la moitié. On paye 2 500. Quand nous venons ici, je suis ici, je travaille. Quand j'ai commencé à l'époque à travailler, on ne m'a pas considéré comme un expatrié. On m'a traité comme tout le monde. Et les Américains, à l'époque là, j'avais ma nationalité congolaise. Tout le monde avait les mêmes salaires. Que tu sois américain, que tu sois congolais, que tu sois nigérien, tout. Vous avez tous les mêmes salaires. Mais chez nous, quand c'est quelqu'un qui vient des États-Unis, qui va travailler là-bas, on le considère expatrié. Mais en fonction de quoi? En fonction de quoi? Parce que l'autre Congolais est là, il fait le même travail. Pourquoi c'est expatrié? Il vous coûte cher. Pourquoi il ne peut pas rentrer, vous gardez les Congolais? Parce que l'entreprise minimise les dépenses, maximise les profits. Ces histoires-là, ce sont des injustices seulement. Et nos autorités sont au courant de ces histoires. On leur donne seulement l'argent, ils ferment les yeux. Non. Si on régularise les salaires dans le secteur public, les enseignants, les magistrats, les médecins, les militaires, tous les fonctionnaires, même dans les domaines privés comme Vodacom. Vodacom va faire des sous-traitances là-bas. Des petits Indiens, Chinois créent des entreprises bidons. Ils engagent des gens chez eux et ils prennent ces gens-là, ils les placent chez Vodacom comme sous-traitants. Donc Vodacom prend, il paye ces petits bonhommes de Pakistanais et eux maintenant à leur tour, ils coupent un peu et puis ils vont donner là-bas. Donc si Vodacom avait engagé quelqu'un pour 2 000 $, il paye les 2 000 à ces sous-traitants-là. Et celui-là, il prend 1 000 $, il donne à l'agent. Toutes ces histoires-là, en complicité avec nos autorités, ces histoires doivent s'arrêter. Chaque Congolais doit jouir de son travail. Il doit mériter sa sueur. S'il y a de l'emploi pour tout le monde, personne ne s'occupera de la politique. Personne. Les gens regardent à la politique et le gouvernement, c'est quand? C'est devenu comme on attend Jésus. Les gens regardent le gouvernement parce qu'il n'y a pas l'emploi. Ils pensent que c'est le gouvernement qui viendra donner des solutions à tous les problèmes. Mais si il y a une bonne politique qui favorise la création de l'emploi, tout ça, les gens sont bien traités. C'est ça même l'état de droit. Quand vous avez les mêmes droits que moi, pas un droit à double vitesse, où certains ont plus de droits que les autres, non. Ou ce sont ceux qui sont dans la ville de Kinshasa qui bénéficient de certaines choses et ceux qui sont à l'intérieur, et ils n'ont pas les droits. Non. Donc, le président Félix a encore beaucoup à faire. Soutenons-le. Des choses que le FCC pendant 18 ans n'a pas pu faire. Tshisekedi le fait aujourd'hui. Nous ne pouvons que reconnaître et lui dire merci. Le féliciter pour ça. Ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte rien. Parce que j'ai autant de neveux, de nièces, de cousins, autant de membres de famille qui me coûtent beaucoup à partir de ça. Celui-ci te demande, oh, bazo kota siko classe, siko lobinde yenin.
Le mois prochain, il faut déjà préparer quelque chose. Vous allez comme ça envoyer 100 dollars ici, 50 là-bas, 200 là-bas. Finalement, moi je vais travailler ici pour envoyer l'argent là-bas. On grandit, l'âge avance. Je ne peux pas épargner, je dois toute ma vie commencer à envoyer l'argent là-bas. Parce qu'il y a un président, il y a un ministre qui détourne l'argent. C'est quand même révoltant tout ça. Moi, je ne sais pas comment pendant 20 ans, nous n'avons pas pu nous fâcher, nous révolter contre tous un petit groupe de gens là, avec leurs familles qui nous ont pris en otage. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Parce que les complices de notre malheur, c'est nos propres frères. Ils ont accepté de nous faire souffrir comme ça. Cette constitution ici, que Félix Tshisekedi est en train de mettre en application aujourd'hui. Vous savez quand est-ce qu'on avait voté ça? C'est depuis 2006. La constitution là existe depuis 2006. Ils n'ont jamais, même une seule année, mettre en pratique. Ça fait presque 14 ans. Regardez, c'est aujourd'hui que Tshisekedi, 7 mois après, il décide qu'il y ait gratuité de l'enseignement. Vous pensez que Tshisekedi, lui, n'a pas besoin d'argent? Mais les kabylistes étaient vraiment méchants, au point qu'ils prenaient tout sans rien laisser aux Congolais. Quelle méchanceté! Comment vous avez un seul corps, vous avez votre femme et vos enfants, vous pouvez souhaiter avoir 200 parcelles. Vous allez dormir dans toutes ces parcelles-là. Nous comprenons si vous étiez un homme d'affaires. Oui. Non, il est homme d'affaires, il fait ses bénéfices, il achète ses parcelles, il construit. Mais vous n'êtes pas homme d'affaires. Vous êtes un fonctionnaire de l'État congolais. Premier ministre, vous êtes président de la République. Votre salaire est connu. Premier ministre, vous pouvez avoir, je ne sais pas, 20 000 dollars. Ou 25 000, si à la limite. Donc, dans une année, vous avez 300 000 dollars. C'est ça, votre salaire, 300 000. Si vous avez fait 5 ans comme Premier ministre, donc vous avez 1 500 000. C'est ça votre salaire. Et ça, c'est même, j'ai dit que vous fermez la bouche, vous ne mangez pas, vous ne vous habillez pas pendant 5 ans. Vos enfants, votre femme ne s'habille pas, vos enfants ne s'habillent pas, vous n'achetez rien à manger, donc vous fermez tous la bouche, vous n'achetez pas les habits, vous ne faites pas de dépenses, vous attendez 25 000 chaque mois pendant 5 ans pour avoir les 1 500 000. Mais si chaque mois, vous dépensez de l'argent, vous ne pouvez pas avoir cet argent-là au bout de 5 ans pour avoir... Parce que même si vous avez économisé comme ça, il y a des parcelles à Gombe là-bas qui coûtent 3 millions de dollars. Donc, vous n'aurez même pas la possibilité d'acheter une seule parcelle. Mais ces gens-là, vous les retrouvez avec à Gombe seulement. Il a 10 parcelles. Vous allez à Lingwala, vous allez à Mongafula, vous allez à Massina, vous allez à Limete, il a des parcelles dans chaque commune, 5, 10, 5, 10. Vous mettez ensemble, dans les 24 communes là, il a 120, 150 parcelles. Et toute la population est à pied. Le soir, vous regardez les scénarios, les gens viennent du grand marché, vous voyez comme si c'est une vague qui est en train de venir. Les gens à pied. Il se dit, bon, si je dois encore payer les transports, ça va diminuer l'argent. Je préfère garder les 2000 francs ici de transport, je fais les pieds. Un papa, il est déjà à 62 ans. Mais parce qu'il a une famille, il se sacrifie chaque soir. Il fait les pieds. Il préfère garder les 2000 là. Quand il arrive à proximité de chez lui, il achète, je ne sais pas, un peu de macala, un peu de l'huile, ceci, il amène à la maison. À cet âge-là, il est en train d'affaiblir le corps.
ils ne mangent pas bien. Vraiment. Vraiment. Tu termines aussi ton mandat. Tu dis que j'ai servi le pays. Tu parles en français devant les gens. Ces gens-là sont des pires sataniques. Ce sont des gens comme les Mouzitou, les Matata Pogno, aujourd'hui qui donnent des leçons aux gens. Mais c'est grave dans notre pays. Regardez, donner l'éducation gratuite, ça demandait quoi à Félix Tshisekedi? Ah, juste parce qu'il est président, il est là où on prend la décision. Il a pris la décision. Toutes ces années ici, il a fallu qu'il puisse prendre le pouvoir pour que l'eau puisse entrer au camp Kokolo. Vraiment. Dans un pays où il y a les cours d'eau, à chaque 5 km, vous avez un cours d'eau. Les camps Kokolo, ils sont restés pendant près de 20 ans à la chute de Mobutu. Ils n'ont plus eu l'eau dans ces camps-là. Les gens ont crié quand l'eau est revenue. Maïe, maïe, maïe. Moi je dis, mais ça c'est une humiliation pour un pays comme le Congo. Moi je ne sais pas ce jour-là, quand Kabila était assis chez lui, il voit l'eau couler au robinet au camp Kokolo là-bas. Je ne sais pas ce qui passait dans sa tête. Bon, je sais qu'il a beaucoup de sang humain dans sa conscience, que tout ce qui est bon à faire aux hommes, ça ne dit rien. Donc, c'est regrettable, mais allons progressivement avec... Oui, ces gens-là, ils viennent toujours vous dire, quand il a déjà détruit le pays, il a volé l'argent, après il entre dans l'opposition comme le Katumbila. Tous ces gens-là, Bemba, ils étaient tous là. Ils ont bouffé l'argent du pays, ils ont détruit le pays. Mais quand ils trouvent qu'ils ne sont plus aux affaires, ils sont maintenant opposants. Ils viennent opposants. Et malheureusement, notre peuple ne demande pas le bilan à chacun. On ne juge pas ces gens-là par leur bilan. Tout le monde suit derrière. Ça fait très mal. Qu'on sache que Jean-Pierre Bemba avait 250 000 $ chaque mois dans le 1+4 comme vice-président. Quand il se sert, là, il oublie le peuple. Quand il n'a plus ça, non, notre combat, c'est le combat du peuple. Oh! Cette histoire du Congo, vraiment, c'est trop. C'est trop compliqué. Le président Félix, nous pouvons le reprocher sur son comportement politique, d'avoir accepté de s'allier avec les FCC. De ce côté-là, le peuple n'est pas d'accord. Mais du côté du cœur, il a un cœur. Nous pouvons voir seulement par ce qu'il est en train de faire. Le peu. Ce sont les autres ici qui sont en train de mettre des bâtons dans les roues. Mais dans sa conscience, c'est un Congolais qui connaît les problèmes des Congolais. Mais étant donné qu'ils sont dans une coalition, il s'est frotté là-bas, ça l'a coincé. Voilà pourquoi tous les jours, nous cessons de dire, ce deal-là doit tomber. Les FCC ne peuvent pas être un partenaire. Ces gens-là sont des criminels. Ils ne peuvent pas être des partenaires. Vous êtes partenaire avec des gens qui ont assassiné des Kamouinan Sapou, qui ont assassiné des Congolais à bout portant à Kinshasa. Ça ne sont pas des gens. Aujourd'hui, je vois Némi Moulania qui dit, comment il dit, les prophètes des malheurs qui ne pensent qu'au chaos du cas chez FCC. Oui, nous ne sommes pas prophètes des malheurs. Nous vous disons, nous ne vous aimons pas. Nous ne voulons pas de cette coalition-là. Si aujourd'hui, le président Félix prend son courage, il dit, on arrête avec ça, je vais en cohabitation. Vous êtes majoritaire au Parlement, faites votre gouvernement. Je n'ai pas besoin d'avoir un seul ministre. Moi, je suis président de la République, vous avez le gouvernement. On verra où est-ce que ce gouvernement-là sera accepté. Ça sera le gouvernement de Kinshasa et des parlementaires là, corrompus de la CENI. À l'extérieur, aucun pays étranger n'acceptera ces gens-là. Ni le Premier ministre,
ni tous ces ministres-là. Ils seront impopulaires partout au monde. C'est ce que le président Félix ne sait pas. Que s'il fait ça, il va coincer. Docteur Mukwege avait dit ça dès le début. Il dit, Tshisekedi n'a pas besoin d'aller dans une coalition, qu'il aille dans une cohabitation. Parce que ce qui va se faire, c'est quoi? Il va se bloquer. Avec son gouvernement, lui Kabila, avec ces gens, ils vont se bloquer. Partout dans le monde, ils ne seront pas acceptés. Ils ne vont pas avoir de financement. La conséquence, c'est qu'à l'intérieur, Tshisekedi sera encore plus populaire. Parce que ces gens-là ne vont pas changer de nature. Ils vont continuer encore à faire leur magouille, leur corruption. Ils ne vont pas bien payer les enseignants, les militaires, tout ça. La grogne sociale va commencer encore à revendiquer leur départ. Il y aura des manifestations. Tshisekedi ne sera pas à l'origine de ces manifestations. Parce que lui n'est pas l'exécutif, il n'est pas le gouvernement, il n'est pas le Premier ministre, il est une tête de l'exécutif, mais il ne partage pas avec eux leur bilan. Parce que c'est eux qui ont le gouvernement. C'est comme ça que ces gens-là seront obligés de démissionner parce que la population va faire maintenant la pression sur ces gens à démissionner, à quitter le pouvoir. Le Parlement sera dissous et les élections anticipées seront convoquées. C'est simple. Donc, le président a accepté d'aller dans une coalition. Nous disons, celui qui est président, qui a décidé avec sa famille politique, nous continuons à dénoncer, à lui dire ce que nous pensons en tant que compatriotes, mais de bonnes choses, le cœur qu'il a pour le Congo, ça, vraiment, nous devons continuer à le soutenir, à faire en sorte que tout ce qu'il fera, ce soit pour le bonheur des Congolais. Voilà, mes chers amis. Monsieur le Président, nous n'avons pas oublié le dossier de John Tshibangou. Regardez un peu ce dossier, que ses frères recouvrent sa liberté. Que tous nos enfants de Kamwina-Nsapu qui sont en prison, injustement aussi, à l'Équateur et en Ndolo à Kinshasa, qu'ils soient libérés. Et les dossiers de l'Est du Congo. Trouver une solution. La solution, ce sont nos frères de l'Est. Ils se connaissent, ils doivent parler. Deuxième, tous les militaires qui sont à l'Est, ils doivent être déplacés. Il faut que nous puissions avoir d'autres responsables militaires là-bas. Cette affaire va s'arrêter. Avec Dieu, nous vaincrons.